Alors, bienvenue à vous tous. D'abord, ce sommet n'aurait pas lieu si vous n'étiez pas là. On le fait définitivement pour vous. Je remercie aussi Christian Surville, que vous aurez l'occasion d'entendre mercredi, qui m'a accompagné dans cette folie. Donc, je me présente, je suis Dr Dominique Dufault, chiropraticienne. Il y a 3 ans, on en est à la 3e année du sommet WebGolf. J'ai eu cette idée folle de faire un sommet et c'est comme ça que Christian m'a introduit auprès de Pierre-Luc, de Maxime, que vous allez entendre aujourd'hui, qui sont donc toujours présents à chaque année depuis 3 ans. Pour évidemment aussi Sylvie Chetagne, qui est une des pros de golf aussi, donc qui sont là fidèles pour vous donner vraiment du matériel pour faire en sorte que on va dire les 3 prochains mois qui nous restent, en tout cas pour la région de Québec, généralement, il nous reste environ plus ou moins 12 semaines, dépendamment des hivers et des printemps, avant que la saison officielle commence. Mais évidemment, Pierre-Luc, aujourd'hui, va nous parler de ce qu'on peut faire à l'intérieur en attendant. Donc, un sommet WebGolf, c'est des présentations, exceptionnellement aujourd'hui, 2 présentations, mais ce sont des présentations quotidiennes, une fois par jour. Et on va avoir donc demain, on aura la nutrition, on va avoir l'entraînement physique, on va avoir évidemment tout ce qui est les conseils de nos professionnels de golf. Je vous donne quand même quelques petites je dirais, remarques pour le fonctionnement général. Alors, pour ceux d'entre vous qui connaissaient Priscilla, qui est mon bras droit, qui est avec moi depuis donc la 3e année, donc qui va surveiller vos questions dans le chat. Donc, on vous invite à le faire parce que nos pros de golf apprécient, évidemment, on le fait pour vous. Donc, d'avoir des questions au fur et à mesure pour pouvoir, évidemment, adapter la présentation, tout de suite répondre à vos questions, à moins qu'évidemment que le matériel s'en vienne, on saura vous le dire. Mais n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat et Priscilla sera celle qui va progressivement faire part à Pierre-Luc et à Maxime aujourd'hui de vos questions. Alors, merci Priscilla d'être encore des nôtres aujourd'hui. Je voudrais surtout pas oublier non plus de remercier parce que je veux le nommer, monsieur Martial Lapointe, qui s'occupe donc de nous faire une belle publicité dans son journal. J'imagine que vous connaissez tous, sinon c'est le temps de vous abonner. Golf Média en ligne, qui va vraiment parler de toutes les nouveautés, de tout ce qui se passe dans le domaine du golf. Alors, c'est vraiment un endroit de rassemblement pour avoir des bonnes informations. Donc, je le remercie encore cette année d'avoir fait évidemment la promotion du sommet WebGolf. Alors, sur ce, je vais céder la parole à Pierre-Luc. Donc, Pierre-Luc, qui est le cofondateur de l'entreprise B2 Golf à Québec, qui se spécialise évidemment dans le domaine du golf, le golf intérieur, les formations. Donc, Pierre-Luc, tu vas être encore mieux placé que moi pour bien décrire en quoi consiste votre entreprise. Et je te laisse donc briser la glace une fois de plus cette année pour démarrer le sommet WebGolf. Alors, à toi la parole. Excellent. Je pense que mon micro était désactivé. Tout le monde, on m'entend bien? Très bien. Excellent. Donc, bienvenue tout le monde à cette 3e édition du Sommet WebGolf. Merci à Dominique encore de l'invitation. C'est super le fun de partager notre passion pour le golf puis notre quotidien et notre domaine qu'on aime tous. Donc, vous êtes tous des golfeurs, assurément des golfeurs passionnés si vous êtes connectés aujourd'hui. Donc, durant l'hiver, les golfeurs passionnés habituellement font pas de pause et continuent à penser golf, s'entraîner et regarder le golf aussi et tout ça. Donc, investir du temps et de l'énergie dans l'amélioration de son jeu. Donc, on est là pour vous donner de l'information aujourd'hui, pour vous aider à améliorer votre golf. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'entraînement hivernal, comment bien s'entraîner durant la saison morte. Donc, je vais vous amener quelques points que je pourrais partager avec vous, avec l'expérience qu'on a à l'entreprise ici chez B2 Golf et aussi personnellement depuis plusieurs années. Donc, me présenter, oui, je suis Pierre-Luc Bergeron, je suis un professionnel de golf depuis la fin des années 90, depuis 1999. Donc, bientôt 25 ans dans l'association de la PGA du Canada. Fait plusieurs choses dans ma carrière, mais beaucoup plus axé sur l'enseignement. Donc, le swing de golf, aider les gens à s'améliorer, c'est toujours été un petit peu plus ma passion par rapport à ça. Et depuis début des années 2000, 2002, dès que j'ai
commencé à travailler au golf à Lévis. On a fait du golf à l'intérieur. On a mis des tapis, des filets. Donc, on a fait de l'entraînement là. Je continuais un peu le cheminement d'André Raymond, qui était professionnel là, dans ce temps-là, et on a fait l'école hivernale. Donc, depuis ce temps-là, je n'ai jamais arrêté vraiment de travailler avec les gens durant l'hiver, parce que je vous ai expliqué un peu tantôt pourquoi on le fait durant l'hiver et plutôt pas autant d'entraînement durant l'été. Et c'est ça. Puis ensuite, on a transféré nos activités à Lucar, à Lévis. Le bâtiment venait de se construire. On avait 6 tapis pour la pratique supervisée à l'intérieur de la Palès. Donc, on a fait ça longtemps. Puis en 2015, on a eu l'opportunité ici de déménager à Québec, dans le local où on est présentement depuis ce temps-là. Donc, 8000 pieds carrés où là, on a dédié vraiment l'entraînement hivernal, mais aussi on a ajouté le service d'enseignement, de fitting de bâton aussi avec notre boutique et tout ça. Donc, ça fait plus de 20 ans qu'on fait de l'entraînement à l'intérieur. Donc, on a pu améliorer notre stratégie par rapport à ça, notre encadrement qu'on fait avec les gens aussi, connaître qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais partager avec vous un peu la façon qu'on trouve, nous, optimale de s'entraîner durant l'hiver. Donc, c'est ça. C'est quoi un bon entraînement? Avant que je commence, là, je ne suis pas parti sur un discours pendant 1 heure. Là. Je veux vraiment que ça soit interactif. Si vous avez des questions, Priscilla est là pour me les poser. Donc, à tout moment, vraiment, vous avez une question, on peut s'arrêter. Ça va donner du dynamisme à ma présentation. Je ne suis pas très bon, mais là, mes notes sont devant moi, mais sont écrites plutôt petites. Donc, je risque de perdre le fil, puis je vais y revenir. Donc, si vous sentez que vous avez une question qui arrive avec ce sujet-là, ou ça peut être aussi sur d'autres sujets qui vont peut-être concerner un peu plus l'enseignement ou l'élan de golf ou la technique, mais n'hésitez pas à poser votre question. Donc, vous parlez un petit peu de ce qu'on fait ici. Donc, ici, on fait de l'entraînement intérieur. Donc, durant l'hiver, on a plusieurs personnes qui viennent s'entraîner. La plupart du temps, c'est les gens qui sont membres, donc qui viennent régulièrement. Je vais vous parler de la fréquence tantôt, là. Mais on établit un plan avec eux. Là, puis, si vous n'avez jamais fait de l'entraînement hivernal, mais la première chose à faire, c'est de déterminer c'est quoi les forces et les faiblesses dans votre jeu. Donc, connaître qu'est-ce qu'on veut améliorer, parce que des fois, puis on sait, si vous regardez à la télé le golf ou des chroniques ou dans les magazines ou sur YouTube, il y a plusieurs personnes qui parlent de la technique du golf. C'est un élan qui est très complexe. Donc, on peut le rendre très complexe aussi dans le travail qu'on fait. On peut travailler sur plein de choses. On peut perdre énormément de temps. On peut risquer de se blesser et tout ça. Donc, déterminer qu'est-ce qui fonctionne moins bien dans votre jeu, que ce soit les drives, que ce soit les coups de fer, l'impact dans le sol, que ce soit les coups roulés, les approches. Ça peut être même stratégique. Ça peut même un bâton que vous avez de la difficulté à utiliser. Donc, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut améliorer, parce que ça va devenir votre objectif. Et aussi connaître vos forces. Qu'est-ce qu'on est capable de consolider aussi? Parfois, on se rend compte, quand on fait des évaluations avec nos clients qui viennent ici, on se rend compte qu'il y a beaucoup de limitations physiques. Les gens n'ont peut-être pas la motivation pour s'entraîner plusieurs fois par semaine pour corriger une erreur, mais ils veulent plutôt consolider leurs acquis. Donc, ils veulent maintenir ce qu'ils font de bien. C'est important de savoir qu'est-ce qui fonctionne bien pour continuer à bien jouer au golf. Donc, puis en général, l'entraînement hivernal, pourquoi on le fait, on s'entraîne durant l'hiver, c'est profiter de la saison morte pour augmenter le volume de balles qu'on va frapper. Parce qu'on sait que modifier un mouvement, ça demande beaucoup de répétitions. Ça peut être par milliers de répétitions. Et l'été, on sait qu'on a peu de gens prennent le temps de pratiquer parce que oui, on a du temps, mais quand il fait beau, on a des invitations, on aime mieux aller jouer au golf que d'aller s'entraîner. Frapper des balles avant de jouer, on considère ça plus comme de l'échauffement. Donc, aller frapper 30 balles, on dégourdit notre corps, on se prépare à aller faire une partie, puis notre esprit, notre tête, notre mental est à bien performer sur le terrain. Donc, on est moins à travailler sur un élément technique puis d'essayer de le répéter. Là. Alors que l'hiver, c'est tout le contraire. Là, on a du temps et on peut venir 1 heure par fois et venir frapper quand même plusieurs balles pour travailler notre technique. Donc,
c'est un très bon moment. On peut focusser aussi sur les aspects physiques parce que parfois, un mauvais élan ou des erreurs dans l'élan peuvent venir d'une limitation physique. On manque d'amplitude dans un mouvement, que ce soit en rotation, les bras en élévation ou les flexions et tout ça. Donc, c'est important de faire une bonne évaluation de ça. Donc, c'est un bon temps pour mettre son corps en forme pour faire ses élans de golf. Donc, nous, ce qu'on fait suite que les gens viennent nous voir, bien, on va les rencontrer individuellement pour faire une évaluation. Donc, premièrement, parler de ces objectifs, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Et on va faire des évaluations souvent sommaires physiques, mais quand on voit qu'il se passe quelque chose de plus majeur, bien là, on va faire référence à des spécialistes comme Dominique, qui est spécialisé en évaluation physique de Titleist. Donc, là, on peut avoir, parallèlement à notre travail technique, il peut y avoir un travail physique qui va être fait, qui va aider le professionnel aussi, puis chaque personne à améliorer l'élan de golf. Donc, ça, c'est sûr que c'est un bon point. On va évaluer effectivement l'élan. Donc, on va faire une analyse des fautes dans l'élan et on va s'assurer qu'on va les prioriser parce que oui, on pourrait travailler sur plein de choses, là, mais des fois, il y a des éléments ou des erreurs dans l'élan qui sont des effets un peu dominos de d'autres éléments. Donc, on va trouver à la source d'où vient le problème. Puis là, on va pouvoir amener les bons correctifs puis d'amener les gens à aller frapper les balles. Donc, nous, notre objectif ici, c'est de faire un plan d'entraînement, donc un peu un programme d'entraînement, comme si vous alliez au gym. C'est de bien évaluer votre swing, voir les erreurs physiques et tout ça, puis on va faire un plan pour que vous veniez vous entraîner à frapper les balles. Donc, savoir quoi faire, comment le faire et quoi regarder, là. Donc ça va être le point le plus important au début, là, parce qu'on le sait depuis 20 ans, là, des gens nous disent j'ai frappé des balles tout l'hiver, je suis arrivé l'été, puis j'étais plus mêlé qu'au début, puis mon élan oui, je pense technique, mais tu sais, je ne me suis pas vraiment amélioré. Donc ça, on essaie d'éviter ça le plus possible en faisant un plan qui va être réaliste. Et dire aux gens, dépendamment de ce que vous travaillez, ce ne sera peut-être pas au mois de mai que tout va être corrigé, là. Vous allez peut-être être encore dans le processus durant l'été. Si on fait quelque chose de plus complexe, ça se peut que ça prenne plus qu'un hiver. Donc, on a des gens qui viennent ici là, depuis près de 10 ans là, et ils travaillent sur les mêmes choses, soit en maintien ou ils corrigent des choses. Le problème revient, mais ça les garde allumés, ça les garde actifs et ils continuent à juste maintenir les acquis puis à continuer à progresser dans leur swing. Donc, c'est pas quelque chose qui va être court terme, ça, c'est sûr. Mais ça dépend du problème, effectivement, qu'on va énumérer, là. On a peut-être des questions pour toi. Oui. Alors, Oui. Est-ce que chaque membre a une rencontre pour recevoir un plan d'entraînement? Oui. Ici, on peut venir comme visiteur. On vient frapper des balles, donc on vient frapper un panier. Pendant 1 heure, on va faire des courlées, tout ça. Donc, ça va. Mais quelqu'un qui s'abonne, donc qui s'investit un petit peu plus en temps, il va recevoir cette évaluation-là incluse dans son abonnement. Mais c'est sûr qu'en enseignement, je reçois la personne pour la première fois. C'est sûr que je vais procéder à cette évaluation-là un peu d'emblée, mais la stratégie va être différente lorsque on sait que la personne va revenir 1 fois, 2 fois par semaine. On va lui donner 1 ou 2 points plus faciles à travailler au départ, puis on va ensuite la laisser progresser. Donc, par expérience, je suis un enseignant, j'ai donné beaucoup de cours à ma carrière, mais d'avoir quelqu'un, moi, je préfère avoir quelqu'un qui a, par exemple, 1 heure d'évaluation, avoir un plan d'entraînement, vienne s'entraîner pendant 10 heures. Que de lui donner 10 heures de cours puis de savoir qu'elle ne pratiquera pas entre ses cours. C'est beaucoup plus efficace et on aime mieux que les gens investissent leur temps dans de la pratique. Puis l'avantage qu'on a ici, donc, c'est de la pratique supervisée. C'est-à-dire que notre professionnel, notre équipe de professionnels est sur place et va voir chacune des personnes qui frappent. Donc, présentement, on a 8 espaces là, sur tapis et filet.
Puis on a 2 espaces ici où je me retrouve avec simulateur. Donc là, on a l'écran, on a toutes les captations de la trajectoire de la balle. Je vais vous expliquer tantôt un peu la différence entre les deux. Mais donc, ça fait 10 espaces et le professionnel supervise ces gens-là qui viennent s'entraîner, là. Donc, c'est un peu notre concept ici là, de faire une évaluation, bien déterminer le plan, ensuite laisser les gens s'entraîner, mais pas s'entraîner n'importe comment. Dès qu'il y a une question qui vient, ben là, on est capable d'y répondre puis d'ajuster le plan, là. Parfait. Donc, oui, Alors, chacune des personnes, oui. Donc, chacune des personnes ici ont une évaluation d'incluse. Ouais. Parfait. Tu as répondu un peu à la deuxième question qui était est-ce qu'il y a un pro qui se promène pour faire des correctifs au fur et à mesure des heures de pratique sans qu'il y ait un cours comme tel? Oui. Est-ce qu'il y a un En pro? fait, c'est la supervision, nous, on l'a défini. Donc, c'est un suivi du programme d'entraînement. Donc, c'est sûr que c'est tentant pour quelqu'un de venir frapper des balles. Il y a un pro sur place, poser une question, dire mon backswing il est comment? Là, on répond aux questions, on travaille le backswing. Le lendemain, c'est un autre pro, puis hey, là, je frappe pas pire, mon backswing, je le comprends, mais là, mon finish, c'est comment? Puis le plan de swing, puis là, si avoir plein de questions, puis à chaque jour, si tu as des nouvelles informations, bien, c'est là qu'au bout de 3 mois d'entraînement, tu vas passer beaucoup de temps, mais tu n'auras pas corrigé grand-chose. Tu vas avoir compris des choses, mais ton corps, lui, n'aura pas mémorisé le mouvement, là. Donc, c'est pas des cours, c'est pas des conseils qui sont nouveaux. On essaie de garder le fil vraiment sur le plan d'entraînement. Donc, il faut que le pro soit discipliné et surtout le golfeur soit discipliné à travailler ce qu'il a à travailler, là. En gym, on le comprend, l'exemple, si par exemple votre coach physique vous dit va faire 10 répétitions d'exercice du bicep, puis là tu dis OK, aujourd'hui, je vais faire le bicep, mais demain, je fais les triceps, et demain, je vais faire les jambes. Mais c'est sûr qu'au bout de quelques semaines, si tu n'as pas travaillé assez tes biceps, tu n'auras pas le changement, là, la musculature que le coach voulait te donner. Donc, il y a un travail là, de répétition à faire sur le même geste, là. Donc, c'est un peu ça notre supervision ici. Puis qu'on teste, puis qu'on améliore d'année en année, là. Donc, ici, on est à notre 8e année, mais depuis 20 ans, on travaille ce concept-là parce qu'on y croit vraiment que la pratique supervisée est meilleure que juste avoir des conseils. Puis on le voit avec le web, il y a beaucoup de conseils qui se donnent sur le web, là. Il y a des excellents professionnels qui partagent leurs connaissances via le web. Mais la partie que les gens n'ont pas, ben, c'est l'application. Comment on l'applique dans son swing avec nos limitations, avec la façon qu'on apprend. Il y a des choses qu'on n'est pas capable de faire, il y a des choses qui sont peut-être pas importantes à faire au niveau que les golfeurs sont. Donc, il y a tout ça que le professionnel, lui, est capable d'évaluer puis de faire un bon plan d'entraînement pour chacun, là. Parfait. On devance peut-être un peu, mais il y a Hélène qui demande Ouais. allez-vous expliquer les paramètres sur l'écran de pratique? Oui, derrière moi, oui, je voulais passer un petit peu de temps pour expliquer un peu la trajectoire de la balle, là. Quand on s'entraîne avec ce genre d'équipement-là, qu'est-ce que ça donne? Oui, je vais y répondre un petit peu plus tard. Parfait. Alors, c'est tout pour le moment, pour les questions. Excellent. 2 principes avant de continuer. Ben, quand on travaille au niveau de la pratique, une chose qu'il faut faire la différence, c'est entre la pratique et le jeu. C'est sûr que l'hiver, on joue moins, on peut jouer dans le simulateur, mais j'en parlais un peu tantôt. Donc, l'été, on est souvent porté à aller jouer. C'est tout à fait normal. Notre saison est courte, mais souvent, il n'y a pas une grosse période pour le golf parce qu'il ne fait pas très beau, les vents, tout ça. Juin, juillet, août, septembre, on a 4 mois pas pire de golf. Il y a les vacances et tout ça. Donc, nous, ce qu'on suggère quand on vient s'entraîner durant l'hiver, bien là, on travaille la technique. Donc, là, on peut mettre 1000, 2000, 3000 répétitions à faire un peu le même geste que le corps le mémorise. L'été, on s'en va jouer. Puis, on profite du beau temps dehors. Et vous montrer un peu l'utilité de notre travail durant l'hiver. Beaucoup de nos clients reviennent à l'automne pour le début de la saison suivante, au mois d'octobre, novembre. Ils nous disent j'ai bien parti la saison. Mai, juin, là, j'étais sur une belle lancée. Je comprenais mon swing. Puis j'ai eu un down là, au mois d'août, septembre. Puis c'est revenu un petit peu à la fin de la saison. La raison est simple, c'est qu'on a mis beaucoup de temps à répéter notre swing, comprendre notre geste, avoir des sensations. Et là, on est parti l'été avec ces sensations-là. Puis
quand on pratique moins, l'été, ben, on perd ces sensations-là. C'est un peu comme faire du vélo, puis d'arrêter de pédaler, de moment donné, ben là, ton vélo, il ralentit, puis il vient s'arrêter. Mais ton corps, il fonctionne un petit peu comme ça. Si tu le répètes, ben, tu vas garder un peu les sensations actives. Ton corps, il comprend ce qu'il fait. Quand tu vas jouer, ben, c'est une drive, c'est un coup de fer au bout de 3 minutes, puis c'est 60 swings en 4 heures. Donc, c'est pas autant intense que d'aller au champ de pratique et répéter les balles comme les gens font durant l'hiver. Et ce qu'on leur dit toujours, ben, c'est de continuer cette belle routine-là de pratique. Les meilleurs joueurs au monde font de la pratique à tous les jours. Ils sont meilleurs et ils gardent leur niveau de jeu élevé. Mais quand vous regardez un peu leur façon qu'ils font qui remplissent leur semaine, là, ils jouent en compétition jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mais les autres jours de la semaine, ils le consacrent à la pratique. Puis même quand ils sont en compétition du jeudi au dimanche, ils vont aller au champ de pratique avant comme réchauffement, mais souvent après pour pratiquer. Donc, eux, ils font ça temps plein, ils ont du temps, ils ont de l'argent, mais on essaie de ramener ça un peu au niveau de chacun. Là. Quelqu'un qui joue 5-6 fois par semaine, c'est sûr qu'on suggère de diminuer peut-être une fois ou un 9 trous de moins, consacrer ce 2 heures-là de 9 trous qu'on n'irait pas sur le terrain à aller au champ de pratique. Ça serait bénéfique pour maintenir un peu les niveaux de pratique qu'on aurait fait durant l'hiver. Donc, un principe intéressant et important à retenir. Et puis, le deuxième, c'est pratiquer avec un objectif. Donc, c'est pour ça qu'ici, on a la pratique supervisée, on a l'évaluation, on a l'encadrement, parce qu'on veut que les gens qui viennent pratiquer pratiquent avec un plan, avec un objectif. Si tu viens juste frapper des balles, d'une journée, tu penses à quelque chose, le lendemain, tu penses à d'autres choses, ben, c'est plus difficile de garder le cap, là, puis de venir t'améliorer. Donc, notre processus, en fait, ici, qu'est-ce qu'on dit toujours aux gens? La première étape, quand on fait l'évaluation, ben, c'est que vous soyez capable de comprendre c'est quoi vos erreurs dans votre élan. Ça, c'est la première des choses. Souvent, les gens slice, les gens hook, les gens topent la balle, ont une perception d'erreur qu'ils font. On entend je lève les yeux de la balle, mais quand on filme, durant l'évaluation, on regarde l'analyse de l'élan, ben, on se rend compte que les yeux n'ont pas tout à fait de rapport. Ce n'est pas les yeux qui est le problème, c'est les bras qui plient ou c'est le corps qui perd sa posture, manque de ci, manque de ça. Donc là, on va vraiment établir la priorité. On permet aux gens de comprendre c'est quoi qui se passe. Là, c'est la première des choses. Comprendre l'erreur aussi. Je n'avais pas l'impression que je relevais, je n'avais pas l'impression que ma tête tassait autant. Donc, ça, c'est des choses on va tout de suite en partant permettre aux gens de faire. Ensuite, une fois qu'on comprend bien les éléments, notre erreur, qu'est-ce qu'il faut faire dans le mouvement, là, il faut sentir. Ça, c'est un peu difficile plus difficile, en fait, parce que l'élan de golf se passe dans l'espace autour de nous, ça se passe rapidement. Et c'est plusieurs choses qui bougent en même temps, qu'il faut avoir un certain contrôle. Et il y a des gens qui ont de la facilité avec ça, il y en a d'autres qui en ont moins. Quand on fait affaire à des danseurs, par exemple, ou des ex-patineurs, ou des lanceurs, des joueurs baseball, hockey, qui ont un peu plus de joueurs de tennis, des joueurs de raquettes, qui ont un peu plus de perception où est le corps dans l'espace. Ils ont plus de facilité à faire les correctifs. Alors que quelqu'un qui n'a jamais fait de sport dans sa vie, le golf, c'est comme un premier sport qu'ils vont faire. Ben, des fois, on a un petit peu plus de travail à faire pour sentir les mouvements. Donc, sentir la rotation, sentir le corps rester en position, X, Y, Z. Il y en a plein de sensations. Là. Donc, une fois qu'on comprend, ensuite, on sent bien notre corps, puis le mouvement, le bâton, il est où dans l'espace. Bien, là, on le répète. On répète ce geste-là et là, le corps va mémoriser, donc on appelle ça la mémoire musculaire, le corps va mémoriser le geste qu'on va pouvoir répéter sans trop réfléchir. Et c'est ça le processus ici qu'on fait depuis des années. Donc, on permet aux gens de venir pratiquer, taper des milliers de balles durant l'hiver pour que le corps le mémorise et toujours en étant conscient de ce qu'ils font, donc en ayant une bonne sensation. Et là, on s'assure d'un résultat. Parce que oui, il y en a qui s'entraînent moins bien. Ils vont venir au bout de 5000 balles de répétition durant l'hiver, puis ils n'ont pas nécessairement corrigé parce qu'ils n'étaient pas tout à fait en train de sentir les bonnes choses, là, malgré la supervision, malgré toute la technologie. Donc, ça, c'est pour 1001 raisons. Il y en a qui ont moins de sensations dans leur corps. Il y en a d'autres qui pensent à trop de choses, ont trop d'informations et ils sont trop distraits par toutes sortes de choses. Donc, il y a des challenges là-dedans. Avec le chemin pour se rendre à l'amélioration n'est pas toujours la même. Là. C'est pour ça qu'on
on est à la fois psychologue aussi parce qu'on aide les gens, on les accompagne au courant de l'année puis sur plusieurs années, là. On a une question peut-être par rapport à ça Oui, un petit peu. oui. Est-ce qu'il y a un âge au-delà duquel on ne peut plus s'améliorer? Je vous dirais que ça dépend. C'est sûr que les gens qui sont un peu plus âgés, on va parler, notre discours va être beaucoup plus de maintien, donc d'éviter le ralentissement, parce qu'on sait que dès notre l'âge, dès notre jeunesse, là, on commence à perdre la mobilité, là. Et si on ne fait pas de maintien, on va avoir moins en moins de rotation, moins en moins de facilité à avoir une flexion, on a mal un peu partout. Donc, plus les gens bougent, plus ils vont garder les acquis sur une longue période. Donc, c'est sûr que moi, j'aime bien travailler quand même la technique avec mes gens plus âgés. On a des gens de 70, on a des gens de 80 ici qui viennent s'entraîner. Et je leur dis, bon, on va travailler tel élément technique, exemple, plus de rotation. Je leur dis que, tu sais, on n'ira pas faire des miracles avec ça, mais au moins, ça les garde actifs. Ils viennent ici avec un objectif et ils sont concentrés pendant 1 heure, ne pensent pas à d'autres choses et ils sont au moins en train de maintenir l'acquis qu'ils ont. Donc, ça retarde un peu le déclin là, de la mobilité et de tout ça. Donc, il n'y a pas d'âge pour entamer un travail durant l'hiver. C'est juste qu'on est très honnête avec les gens. On leur dit par rapport à leurs limitations. Aussi, il faut prendre en considération, ça fait combien d'années que vous faites le même swing avec cette erreur-là. Donc, des gens qui, ça fait 40 ans qu'ils jouent au golf, ils veulent changer en cours d'un hiver leur élan, ben, c'est sûr que c'est pas réaliste, là. Ça n'arrivera pas aussi rapidement que ça, là. Il y a seulement des joueurs comme Tiger Woods qui est capable en une saison morte de faire un gros changement dans son swing, mais la plupart des gens ça va prendre plusieurs temps. Fait que, c'est pour ça qu'il y a une partie évaluation qui est importante, pour savoir à quel golfeur, golfeuse on a affaire, c'est quoi ses antécédents. Quelqu'un qui a travaillé dans un garage, il travaille avec ses mains toute sa vie, puis on veut lui demander de relâcher la tension sur la grippe, relaxer ses bras. Ça va prendre un petit peu plus de temps qu'une dame qui a fait du ballet, qui était très détendue là, durant sa. Mais malgré qu'on a parlé à une cliente qui fait du ballet et qui m'a dit qu'il y avait beaucoup de tension dans ce sport-là quand même. Mais c'est ça. Donc, il n'y a pas d'âge pour commencer ça. Parfait, merci. On n'a pas d'autres questions pour le moment. Excellent. Au niveau du temps, on est bien. Parfait. Venons-en. En fait, bon, c'est ça. Dans la rencontre, pour terminer, j'ai parlé qu'on peut évaluer le physique, c'est sûr. La technique, naturellement, on va faire une analyse de l'élan avec le vidéo pour que la personne voit ce qui se passe, comprenne bien. Il y en a qui sont plus visuels, il y en a d'autres qui sont plus sensoriels. Donc, on s'adapte à ça. On peut regarder aussi l'équipement. Donc, vous allez avoir tantôt avec Maxime une rencontre sur l'évaluation de l'équipement. Donc, vous allez vraiment apprendre vraiment tout sur ça. Mais c'est sûr qu'on le regarde parce que quelqu'un me dit j'ai de la misère avec mon bois d'allée, puis il frappe avec un bois 3 de 15 degrés avec une tige un petit peu trop rigide. Ben, il y a un peu l'équipement qui nuit dans le moment, là. Naturellement, l'élan, on peut faire des choses, mais il y a le bâton qu'il nous aide aussi. Donc, ça, c'est une partie importante de l'amélioration générale. Il y a aussi des éléments stratégiques. Et ça, on va en aborder, puis on peut un peu à l'intérieur travailler ça. Donc, du moins, discuter avec les pros sur place et tenter d'améliorer, trouver des façons d'améliorer notre stratégie sur le terrain, que ce soit la routine, que ce soit aussi l'élément mental. Donc, il y a plein de choses qu'on peut travailler là. Donc, s'améliorer au golf ne veut pas dire changer son swing, améliorer sa façon de faire, là. Ça peut être de garder le swing qu'on a, le maintenir, mais de travailler d'autres éléments qui sont importants dans le jeu du golf, là. Les outils qu'on utilise ou qui peuvent être utilisés, c'est sûr que si vous n'avez pas accès, vous n'êtes pas en centre-ville, vous n'avez pas accès à un centre comme ici, ben, il y a de plus en plus de centres de simulateurs aussi qui sont disponibles. Même dans les clubs de golf aussi, ils ont quelques écrans. Donc, ça, il y a une grande poussée vers ça. Donc, c'est un écran comme qu'on a ici. Donc, on est partenaire avec Golfin et qui ont le logiciel E6.
Donc, c'est bien pour le divertissement, pour avoir la trajectoire de balle, quand même quelque chose d'assez précis. Nous, on utilise des launch monitors plus perfectionnés. On utilise le TrackMan, on utilise le Foresight aussi quand on va faire des évaluations pour s'assurer qu'on a la vraie donnée. Donc, les launch monitors sont très bons. Il y en a plein sur le marché. Là. Ça commence à 200-300 $. Il y en a jusqu'à 30 000 $. Donc, il y en a de tous les prix. Le défaut de ça, c'est la précision et c'est la régularité. Donc, faites juste questionner tout le temps la donnée si vous travaillez avec ça pour, je dirais, vous comparer avec la vraie donnée qui est presque celle qu'on fait à l'extérieur. Là. Mais le Foresight ou le TrackMan sont les deux qui offrent on va dire entre guillemets, la vraie donnée, là, qui sont utilisées par les meilleurs joueurs au monde, par tous les fabricants de bâtons. Ils testent leurs produits avec ce genre de machine-là. Et lorsque vous comprenez que votre machine ou votre launch monitor a une certaine variation, que ce soit de quelques milles à l'heure, de quelques verges, assurez-vous que vous le compreniez, puis c'est constant, puis que là, vous faites du plus ou moins avec vos frappes. Là. Mais moi, je n'utiliserai pas ces outils-là comme outils d'entraînement, comme seul outil d'entraînement. Donc, c'est bon de l'avoir, mais c'est pas la finalité. Là. Donc, un launch monitor ou simulateur, c'est bon. Parlant du simulateur, donc vous voyez qu'ici, j'ai 2 simulateurs et j'ai 8 espaces de frappe parce que je considère avec l'expérience que les stations de frappe sur filet avec supervision vont être plus bénéfiques à changer un élan, modifier les choses techniques que le simulateur. Parce qu'ici, on a beaucoup de distractions. On a l'espace qui est un petit peu différent, c'est plus noir. On a l'écran qui nous donne la trajectoire de la balle. Et des fois, on est plus porté à regarder ce que la balle fait plutôt que sentir qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et si on veut changer un mouvement, on a dit tantôt que ça prenait des répétitions, donc il faut sentir le mouvement. Et moins on a de distractions, plus qu'on est capable de focusser et d'éviter de faire beaucoup, beaucoup de répétitions pour y arriver. Donc, on est plus efficace dans notre entraînement. Donc, nous, ce qu'on suggère dans le plan d'entraînement, souvent, dépendamment de ce qu'on travaille, là, mais c'est habituellement, c'est un 4-5 entraînements sur filet pour un entraînement sur simulateur. Si, par exemple, quelqu'un travaille sur sa trajectoire de balle, donc l'arrivée du bâton, le plan de swing ou la face du bâton, donc, on dit, va travailler tes éléments techniques qui fait que ça change et viens valider si tu vois du résultat. Et c'est comme ça qu'on peut valider, est-ce que je travaille assez fort? Est-ce que je corrige assez? Est-ce que ça progresse, oui ou non? Puis là, on se valide. Plutôt que faire une évaluation de trajectoire à la fin de la saison, après 2000 répétitions, se rendre compte que finalement, ce n'est pas aussi bon qu'on pensait, ou le faire même à l'extérieur, puis là, se rendre compte que finalement, on n'a pas rien corrigé, puis on a empiré. C'est ça qu'on veut éviter. Là. Donc, il faut venir valider de temps en temps. À l'opposé, ceux qui font que s'entraîner dans le simulateur, ils progressent, c'est sûr, mais peut-être moins vite que s'ils augmentaient le nombre de répétitions sur filet. Puis à l'opposé, aussi, pas à l'opposé, mais ceux qui font que jouer, ils vont avec des amis, puis ils vont jouer au simulateur, jouer une game, c'est un peu comme je disais tantôt, l'équilibre entre la pratique et le jeu. Donc, ils pratiquent pas, là. Ils jouent, donc ils sont moins en recherche de changement dans leur élan. Ils sont plus en train de prendre leur élan qui est automatisé, puis de répéter, puis de faire le meilleur coup possible là, vers la cible et tout ça. Donc, c'est plus dur de faire les deux en même temps. Ça, c'est effectivement plus difficile. Ensuite, qu'est-ce qu'on utilise? Ben oui, le vidéo. Donc, le vidéo, lui, nous sert avec que ce soit les appareils mobiles ou les caméras haute vitesse, c'est de faire l'équilibre, en fait, entre la réalité de ce qui se passe, de ce que nous, on voit quand on voit un élan de golf et de ce que la personne ressent dans sa... Donc, c'est réalité versus sensation. Et ça, le vidéo souvent met les pendules à l'heure pour certaines personnes de dire « Ah, je ne pensais pas que je faisais ça » ou je pensais que je relevais, puis finalement, je ne relève pas. Donc, on peut confirmer qu'il y a des choses qui se font bien, d'autres choses qui se font moins bien, puis là, on peut retravailler les éléments. Là. Donc, le vidéo est super important parce qu'on a étant donné que le bâton, on ne le voit pas faire le mouvement, il est dans notre dos, il est en arrière de nous. Quand on fait notre swing, on n'a pas tout le temps la sensation qu'il est à la bonne place. Donc, en utilisant le vidéo, on peut vraiment travailler la bonne position là, dans le mouvement. D'autres technologies aussi qu'on utilise ici, donc on utilise le 3D. Donc, ça peut être une évaluation ou une analyse encore plus en profondeur dans l'élan avec des capteurs sur le golfeur pour aller voir vraiment les angles de rotation et surtout
la séquence kinématique qu'on appelle la séquence à laquelle on fait nos mouvements pour venir frapper la balle dans la descente. Et ça, c'est le 3D fonctionne bien pour ça. On a des tapis de force aussi et on a, pour le putting, on a des analyseurs de mouvement qu'on installe sur la tige du putter pour voir comment le putter bouge dans le mouvement. Donc, la technologie est là pour nous aider, mais ce n'est pas une finalité. Donc, utiliser que la technologie, je dirais que ce n'est pas l'idéal. Il faut être capable de vraiment faire le geste là, de façon plus efficace avec notre corps. Est-ce qu'il y a des questions, Stati? Non, pas pour le moment. Excellent, excellent. Donc, ça, le processus, j'en ai parlé. Comprendre, sentir et mémoriser. La fréquence, je vous dirais que frapper les balles durant l'hiver, c'est mieux que rien. À une fois semaine, à peu près, on est dans un stade de maintien parce que 7 jours suivant votre pratique d'avant, ben, vous allez être beaucoup en recherche des sensations. Des fois, on va oublier, OK, les mains, je n'étais pas confortable, il me semble que je n'étais pas comme ça, frapper la balle. Des fois, ça va vous prendre une demi-heure, 45 minutes à retrouver des sensations. À chaque semaine, vous allez être un peu dans ce mode-là. Là. Vous allez être à la recherche un peu de vos sensations. Vous allez avoir des bonnes pratiques, des moins bonnes pratiques. Et ça se peut qu'en 4 pratiques en un mois, ben, vous ayez 2 mauvaises pratiques sur 4. Donc, ce qui fait que la progression va être moins rapide. Mais ensuite, on a 2 à 4 par semaine. Je dirais que c'est la moyenne des clients ici viennent 3 fois semaine. Donc là, on peut être un peu plus dans le mode amélioration. Là. Donc là, on peut vraiment sentir que la fois d'avant, qui était 2-3 jours, on retrouve nos feelings rapidement, puis on peut progresser. À plus de 5 entraînements par semaine, donc ceux qui viennent à tous les jours, des fois peuvent être dans le surentraînement, des fois peuvent risquer de se blesser parce que ça reste que c'est sur un tapis qui est pas très épais, donc 1 pouce d'épais avec le béton en dessous. C'est un tapis, c'est plus de résistance, donc on peut venir se blesser aux coudes, blesser aux épaules. Dominique elle a des clients en masse, mais c'est pas bon pour l'élan de golf, pour la continuité. Donc, il faut doser. Et aussi, ben, on peut consolider nos erreurs plutôt que d'être dans le changement, là, parce que là, on se rend compte, hey, je pense que là, ça va bien, là, mais finalement, on n'est plus en train de changer le mouvement, on est en train de revenir plutôt de l'autre côté dans nos habitudes. Puis là, le cerveau comprend qu'on pense que ça va bien, donc on est dans le changement, mais c'est pas tout à fait le cas. Là. Fait que c'est de faire attention avec la fréquence là, puis ça dépend à qui on a affaire. Là, un professionnel, un athlète peut pratiquer tous les jours, mais quelqu'un qui a 70, jamais fait de sport, un petit peu limité dans ses mouvements, ben, à tous les jours, là, on peut risquer de se blesser. Là. Donc, ça, si je résume un petit peu, là, le Club des deux golfs, c'est quoi? Ben, c'est un centre d'entraînement spécialisé. Donc, on a la plupart de notre staff est professionnel de la PGA du Canada. Sinon, sont spécialisés dans un domaine, que ce soit à la réparation, que ce soit dans le fitting, que ce soit dans le potting, par exemple. Donc, on est des spécialistes du potting aussi dans la boutique et dans l'équipement. Et donc, quelqu'un vient ici, ben, il a accès à tout ça là, et il a accès à son évaluation. Donc, on va prendre le golfeur où il est et d'évaluer ses besoins, ses erreurs dans son élan et pour lui faire un programme d'entraînement. La supervision est là à tous les pratiques. Et puis, on va valider avec la technologie. Donc, on a accès à toutes sortes de technologies, les launch monitors, les simulateurs pour valider. On est-tu sur la bonne voie? On s'entraîne-tu bien? Puis on reprend l'entraînement. Donc, c'est ça. Donc, ça fait un centre spécialisé pour les golfeurs passionnés qui veulent venir s'entraîner, qui est différent un peu d'un centre de simulateur, parce que le centre de simulateur, avec la bière, tout ça, puis la musique, ben, c'est centre de divertissement. Là. C'est le fun aussi d'aller jouer une game puis, entre amis puis tout ça. Nous, on prend ça sérieusement et on s'assure que les gens viennent s'entraîner puis profitent au maximum de leur temps d'entraînement. Parlant de ça, ben, un entraînement idéal ici, c'est 60 minutes. On suggère de ne pas faire trop d'entraînement pour les mêmes raisons que tantôt là, sur la fréquence. Ben, risque de se blesser. Le corps vient fatigué, donc il refait un peu le geste qui est plus habitué. Donc, des fois, on va répéter nos erreurs plutôt que corriger. Un entraînement efficace ici, ben, c'est 60 minutes.
c'est quelques minutes d'échauffement, s'assurer de bien s'échauffer avant de commencer, de faire un peu de putting. Si c'est la faiblesse dans le jeu, ben de prendre plus de temps pour faire du putting. Sinon, les approches pour commencer à faire des plus petits élans et ensuite ben, faire son travail technique qu'on appelle le programme d'entraînement. C'est de monter à l'amplitude où on a besoin, de faire des vérifications sur les repères, frapper la balle avec une certaine sensation. Donc, c'est le programme et ça peut durer 40-45 minutes à peu près, là, même un petit peu moins. Donc, dépendamment comment les gens font du putting ou des approches. Là. Donc, ça, c'est notre entraînement idéal. Là. Et c'est sur réservation ici. Depuis la COVID, nous a amené un peu à gérer le nombre de personnes qui rentrent et qui sortent. Et au final, on s'est rendu compte que les gens préféraient ça, arriver comme un peu jouer au golf à l'extérieur. On prend son départ, on sait qu'on arrive à l'heure, puis on fait notre entraînement. Donc, on a 8 à 10 personnes à l'heure ici qui s'entraînent avec la supervision des pros. Donc, il se crée une belle ambiance de club. Les gens se rencontrent, se font des amis, jouent au golf l'été ensemble. Donc, ça fait une belle ambiance de club, un peu club privé à l'occasion. Souvent, même quand il y a moins d'achalandage, il peut y avoir 1 ou 2 personnes qui viennent s'entraîner avec le coach. Puis, donc, ça fait une belle heure intense avec les pros. Là. J'avais, je pense, une question sur le... Oui, allez-y, question. Oui, une question. Y a-t-il un centre B2 Golf dans la région de Montréal? Malheureusement, non, parce que notre centre est un peu un melting pot de toutes sortes d'affaires, mais on a vu des choses dans d'autres domaines aussi et on a adapté ça au golf. Mais je vous dirais, l'endroit qui ressemble le plus à nous, c'est nos amis chez Génération Golf, qui va être dans le coin de Mirabel, je crois. Là. Ils ont quelques centres, mais à Mirabel, je sais qu'ils ont un grand putting green, ils ont des espaces pour frapper sur filet aussi. Est-ce qu'ils ont de la supervision de professionnels? Je ne croirais pas, mais des centres de simulateurs, il y en a plusieurs. Là. Puis j'ai beaucoup de collègues à Montréal qui enseignent aussi, mais d'avoir un concept comme ici, aux dernières nouvelles, c'est assez unique au Québec. Là. Parfait. On n'a pas d'autres questions comme telles. Parfait. Ben, tantôt, il y avait une question par rapport au simulateur. Quoi regarder quand on frappe une balle dans un simulateur comme ça ou quand on regarde avec un launch monitor. Les simulateurs puis les launch monitors nous donnent des informations sur la balle, donc les vitesses, les angles et tout ça. Ça nous donne aussi des informations sur le bâton. Donc, je vais frapper une balle, je vais vous montrer le résultat que ça donne sur le tableau, puis on pourra en parler un petit peu. Donc là, j'ai un fer 6. Ça ressemble à mon élan, c'est Chris. À peu près, hein? Excellent. Donc, le logiciel E6 donne quand même plusieurs informations sur la balle. C'est quand même intéressant. Donc, la première chose qu'on voit dans le tableau en haut à gauche, ça nous donne la distance. Ça, c'est la distance totale. Il y a toujours 2 distances dans une trajectoire de balle. Donc, il y a la distance totale que la balle fait avec le roulant, mais il y a la distance dans les airs. En anglais, on appelle ça le carry distance. Donc, combien la balle franchit dans les airs. Sur le simulateur, en français, ça nous donne la portée. Donc, la balle a fait 150 verges, 0.6 et a fait 158 en roulant. Donc, le simulateur a calculé que j'aurais 8 verges de roulant. On se rend compte, en général, les gens qui ont moins de vitesse, donc qui vont soigner le bâton à soit 50, 60 000 à l'heure, vont généralement avoir moins de distance qu'ils en ont durant l'été à l'extérieur. À l'opposé, quelqu'un qui va frapper à 100 000 à l'heure, 110 000 à l'heure, des fois, le simulateur va l'en donner un petit peu plus. Les raisons, je ne sais pas. On a parlé plusieurs fois avec les programmeurs, entre autres chez Golfin, mais qu'on compare avec le Foresight, mais c'est difficile pour eux avec la technologie et tout ça d'aller chercher la précision. Le plus important, c'est que vous connaissiez c'est quoi la différence que vous avez par rapport à la vraie vie, là, puis on va s'adapter comme ça. Surtout si vous êtes en mode jeu, là, on va s'adapter. Vous prenez un bâton de plus. On peut même mettre de l'altitude pour
booster un petit peu les distances s'il en manque. Mais dans un contexte d'analyse par exemple, si vous voulez travailler la distance, si vous voulez frapper plus loin, ben, on va peut-être pas prioriser le simulateur comme outil d'analyse. On va peut-être utiliser d'autres launch monitors puis d'autres paramètres pour vraiment travailler ces éléments-là. Ensuite, on a l'angle de départ. Donc, c'est l'angle à laquelle la balle a levé dans les airs. Donc, on a eu 16,2 degrés. Mon dernier coup n'était pas un grand coup avec mon fer 6, mais parce qu'on sait qu'elle est partie un petit peu trop basse, là, mais puis la distance non plus n'était pas au maximum, mais je voulais vous montrer quand même les paramètres. Ensuite, on a la vitesse de la balle et vitesse du bâton. Donc, ça, c'est intéressant. La vitesse de la balle, ce qu'on sait, c'est que cette vitesse-là est plus grande que la vitesse du bâton. Pour la simple raison qu'au moment du contact, la balle, elle a un effet rebond. Donc, la balle est en polymère, là, en uréthane souvent. Donc, il va y avoir comme un effet de spring avec la balle. Et deux, le bâton, lui aussi, agit un peu comme un trampoline. Donc, la face du bâton va rebondir plus au centre. Lorsqu'on fait un beau contact sur le centre, la balle va rebondir, va avoir plus de vitesse. On s'entend que c'est beaucoup plus élevé sur le driver et beaucoup plus élevé, moins vous avez d'angle dans votre face de bâton, parce que l'angle d'ouverture va donner du backspin à votre balle un petit peu plus. Donc, la balle va moins être pressée de partir vers l'avant. Elle va comme avoir plus de rotation vers l'arrière. Donc, ça diminue le spring sur la balle, là. Cet élément-là, le spring, je ne sais pas si on le voit dans l'écran ou en haut, le 1,28, ça, c'est le facteur smash. Donc, le smash, c'est le coefficient qui sépare votre vitesse de bâton à votre vitesse de balle. Donc, on peut qualifier de la qualité de votre contact. Donc, à 1,28, on sait que c'est un petit peu bas pour un fer 6. On devrait être à 1,35, 1,34 à peu près là. Et toutes ces données-là, nous, on l'affiche ici sur un tableau, je dirais, modèle qui était offert par TrackMan, qui nous dit, bon, pour les femmes sur la LPGA Tour, parce que le TrackMan est sur tous les départs de tous les trous sur beaucoup de terrains de golf dans les tournois. Donc, ils sont capables de capter beaucoup de swings, beaucoup d'élan, puis beaucoup de trajectoires de balle. Donc, ils font des moyennes. Donc, on sait qu'un fer 6, ça va être 1,34 autour de ça. Si la vitesse est à 76 000 à l'heure sur un fer 7, par exemple, on sait que c'est 141 distance totale dans les airs. Ça, c'est la moyenne. Donc, quelqu'un qui swing à 76 000 à l'heure ne peut pas faire 150 distance dans les airs vraiment avec une belle trajectoire, à moins qu'il y ait un bâton illégal ou une balle qui va trop vite, là. Donc, ça, c'est quelque chose que des fois, on peut mettre les choses en perspective avec nos golfeurs, leur dire, ben, tu sais, tu as une vitesse qui devrait donner 140, donc travaillons pour ça. La vitesse du bâton, ben, ça, c'est la caractéristique de l'élan, c'est la façon que vous faites votre swing. Si je swing à 82, ben, j'ai un élan qui est moyen habituellement pour un homme pour un fer 7. Si je swing à 70, je vais peut-être un petit peu bas. À 90, là, je swing plus rapidement. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes un moins bon ou un meilleur golfeur, là, ou golfeuse. C'est la caractéristique de votre swing. On peut l'améliorer, on peut travailler techniquement pour améliorer votre séquence de mouvement, frapper plus vite, plus de rotation. Ça, c'est des travaux qu'on fait ici avec les gens. On s'entraîne pour augmenter la vitesse de l'élan. Mais on peut travailler à optimiser la vitesse de l'élan pour s'assurer que la balle parte avec un maximum de vitesse. Donc, si on regarde le contact où on frappe, à quel angle on frappe la balle, est-ce qu'on slice la balle, est-ce qu'on hook la balle, tout ça qui va rentrer en ligne de compte. Donc, on a nos deux vitesses et on a le smash. Ensuite, dans les directions, on a le 1,7 degrés. Ça, c'est la direction que la balle a pris au départ. Donc, 1,7 degrés droitier veut dire que j'ai frappé 1 degré vers la droite. Et la déviation, bien, j'ai eu 13,8 pieds, là, c'est mentionné à gauche. Donc, ça veut dire que ma balle, elle avait un léger hook, donc elle finit 13 pieds à gauche de ma cible. Ensuite, on a les effets. Donc, l'effet rétro. L'effet rétro, c'est le backspin qu'on obtient quand on frappe la balle en premier. Donc, la balle, elle spin vers l'arrière au départ. Et là, ça nous donnait 4693. Le chiffre magique, ce serait les meilleurs swings au monde vont faire 1000 fois le chiffre sur le bâton. Donc, faire 6 000 normalement, c'est ce que vous allez voir chez les hommes qui vont frapper à 90 000 à l'heure et plus, ils vont donner autour de ça. Il faut savoir que le tapis, à l'intérieur, va diminuer le spin, donc autour de 500-800 RPM. On va enlever à cause du contact sur le tapis. Le gazon va rajouter un peu va nous donner la vraie donnée.
Donc, ça, c'est la première chose. Puis l'autre chose, ici, là, chez E6, en fait, Golfin, c'est la caméra Golfin, n'est pas encore assez sophistiquée pour mesurer le spin de la balle. C'est pour ça que c'est approximatif. Et lorsqu'on fait du fitting de bâton, par exemple, on veut évaluer vraiment le spin parce que ça a une influence sur la distance et le contrôle. On va utiliser notre Foresight ici, la machine avec 4 caméras haute vitesse qui est plus perfectionnée. Et ça nous donne la vraie donnée là, ou la plus proche de la vraie donnée. Ensuite, à côté, rotation 650. Ça, il faut savoir que la balle, elle n'a pas 2 types de rotation. Donc, elle a une seule rotation. Ce qu'il faut voir dans l'autre rotation, c'est plus l'axe du spin de la balle. Donc, si je prenais ma balle et je la coupais, je la scie en deux, ça va me donner son axe de rotation. Si l'axe est à 0, la balle, elle est parallèle au sol. Donc, l'équateur est parallèle au sol. Là, ici, j'ai 650 rotations par minute left. Ça veut dire que ma balle est partie avec un spin de côté. Donc, le simulateur ne nous donne pas le degré du spin axis, mais nous donne plutôt la quantité de rotation. Ça veut juste me dire que ma balle a tourné vers la gauche. Ça veut dire que je sais que je l'ai frappé et que ça a donné un hook à ma balle. On l'a vu tourner vers la gauche. Puis qu'est-ce qui génère tous ces effets-là de spin et de hauteur et de crochet? C'est les 2 informations qu'on a en bas. On a le tracé du bâton, 3,7, et c'est marqué en dessous intérieur-extérieur. Donc ça, c'est le chemin que le bâton va prendre. Donc si je prends, par exemple, mon bâton ici qui donne le chemin du bâton, ça serait un 0 degré. Si ma balle est ici ou mon point, intérieur-extérieur, ça veut dire que mon bâton arrive de l'intérieur ici, comme ça, frappe la balle de l'intérieur, finit vers l'extérieur. Et si mon bâton arrive de l'autre côté, de l'extérieur vers l'intérieur, là, je suis out-in. Et c'est ça qui va donner l'effet de slice. Donc, le tracé du bâton, c'est l'arrivée du bâton sur la balle, le chemin du bâton. Et ça génère beaucoup plus d'effet que la face. Donc, s'il y en a qui jouent au ping-pong, au tennis, on sait que quand on frappe de côté, ça donne du spin à notre balle de côté. Donc, nous, en plus d'arriver dans un angle d'attaque plus descendant avec le fer qui donne le backspin, mais on peut arriver de côté qui va donner le side spin parce qu'on change l'axe de rotation de la balle. Donc là, on va créer des crochets. Et l'autre information, c'est la face du bâton. Donc là, on a 0,8 degrés ouvert. Ça veut dire que je suis arrivé presque droit. Et ça, c'est l'arrivée de la face à l'impact. Et la face, elle va générer, oui, du spin, un petit peu, mais plus de la direction. Donc, si j'arrive face ouverte, 5 degrés, la balle part 5 degrés à droite. On le voit ici, ma balle est partie 1,7 degrés à droite, puis j'étais juste 0,8 degrés ouvert. Donc, on a vu que le tracé, mélangé avec la face, donne la direction de départ, mais j'ai eu un crochet à gauche, donc mon tracé était 3,7. Ça veut dire que le spin de mon bâton qui a donné à la balle, le side spin, était plus prononcé par l'arrivée du bâton que par la face. Et vous voyez, ma balle, même ma face était un petit peu ouverte, puis ma balle a tourné quand même à gauche. Donc ça, c'est l'information peut-être la plus importante. Si vous avez des notes à prendre, ça serait cette information-là. Pour avoir le bon mix entre la face et le tracé, l'idéal, je vous dirais, ça serait un 90 degrés. Si mon tracé est à 0 puis ma face est à 0, la balle part droite, sans effet. Je sais pas si vous avez déjà joué au domino, là, mais il y a seulement une pièce 0-0. Okay? C'est difficile à avoir cette combinaison-là parfaite tout le temps 0-0. Donc, ce n'est pas celle-là qu'on va rechercher. Ce qu'on va rechercher, c'est parce qu'on va avoir une marge de manœuvre entre le tracé et la face, on ne sera jamais à 0-0. Mais ce qu'on veut avoir, le tracé, entre 0 et 3, ça donne, au niveau du tracé du bâton, va donner peu d'effet à la balle, va changer pas trop le spin axis de votre balle, donc la balle va avoir moins de crochets. Et la face, là, la face, elle doit être à la moitié du tracé. Donc, si on fait l'exercice, on va se placer à 4 degrés intérieur-extérieur. Donc, 4 degrés, ça veut dire que ma face, il faut qu'elle soit ouverte de 2. À ce moment-là, ma balle va partir 2 degrés vers la droite, puis mon tracé intérieur de 4 va faire spinner la balle vers la gauche, puis va la faire ramener au milieu. Donc, je vais viser la pin, ma balle va partir à droite de la pin, puis va finir sur la pin avec cette combinaison-là. Fait que si c'était 6 degrés, ça serait 3 degrés de face ouverte. Fait que ma balle va revenir, va spinner plus, par exemple.
Si j'ai trop de spin, en haut de 3, là, 6 degrés, 7 degrés, 8 degrés, si j'ai trop de spin, je vais avoir de la difficulté, je vais avoir plus de courbes. Il va falloir que ma balle parte de plus en plus à l'extérieur pour revenir. Ce n'est pas toujours une bonne chose parce que si tu joues sur des allées étroites, il y a du vent, tu vas avoir de la misère à contrôler ta balle. Okay? C'est la même chose pour le out-in. Le out-in, si j'arrive 4 degrés out-in, okay, on va voir si Dominique t'a suivi. Out-in de 4 degrés, ma face, il faut qu'elle soit. Okay? La face, il faut qu'elle soit de la moitié. Mais là, cette fois-ci, vu que j'arrive de l'extérieur, je vais créer un spin vers la droite. Avec ma balle, il faut qu'elle parte à gauche de 2 degrés. Donc, ma face, il faut qu'elle soit fermée de 2. Donc, tous ceux qui slice, qui arrivent out-in, il faut qu'on travaille avec des faces fermées, sinon ça va amplifier le slice. Là. Si vous arrivez 4-5 degrés out-in, mais votre face est square à l'impact, on se dit hey, c'est une bonne chose, ma face arrive square. Bien là, vous êtes 4 degrés comme ça, avec votre balle part droite, parce que votre face est droite, mais votre bâton arrive de côté, fait que là, vous créez du spin, fait que votre balle part sur la pin, s'en va d'entrappe à droite. Fait que pour compenser, on joue avec la face. Puis quand on comprend ces deux angles-là, on comprend que la face est la moitié du tracé. Donc, fermé si votre tracé est out-in, ouvert si votre tracé est in-out de la moitié. On a la bonne combinaison. Vous allez jouer avec vos courbes. Puis jouer avec de la courbe, c'est un petit peu plus facile. Comme je vous dis, c'est moins 0-0 tout le temps. Là. Vous allez avoir un petit peu plus de facilité à contrôler vos balles. Mais il faut évaluer que vous n'ayez pas trop de spin, donc pas trop des tracés out-in ou pas trop in-out. Là. Et là, on crée trop d'effets, puis là, ça devient plus difficile. Là. Moi, j'ai 90 de ma clientèle qui vient ici corrige des out-in. Okay? Donc, des slices, là, donc on slice la balle. Mais pourquoi on slice la balle? Parce que ce n'est pas un mouvement naturel, l'élan de golf. Donc, de venir faire son élan et de redescendre vers l'intérieur, ça veut dire qu'on tourne le corps avant de frapper la balle. C'est comme un contre-intuitif, là. Okay? L'intuition, c'est que tu montes et tu descends le bâton sur la balle parce que tu as le bâton en haut. Il faut que tu descendes sur la balle, fait que tu arrives très à pic, tu utilises trop le haut du corps, les bras sont trop actifs, ça fait un out-in automatique. Okay? Fait que tu ne peux pas contrôler tant la descente du bâton avec tes bras. Tu ne vas jamais avoir une course de bâton ou un tracé qui va être constant, puis tu vas souvent être à l'extérieur. Donc, c'est pour ça qu'il faut travailler la rotation puis toute la séquence du mouvement. Donc, en premier, enlever la force des bras qu'on a souvent trop. Et c'est ça. Et là, c'est dans ce moment-là qu'on fait l'évaluation, savoir si vos bras sont actifs, là, à quel moment ils sont. C'est-tu dans la position? Vous avez une mauvaise posture? Vous êtes trop crispé? Es-tu dans la montée? Que tout ça se gâche? Ou c'est vraiment dans la descente, il faut travailler, mais qu'on regarde à quel endroit on focus, puis on va cibler un petit peu plus le travail à ce moment-là. Là. Puis j'ai quelques 10 de la clientèle qui viennent qui sont pris avec un in-out trop prononcé parce qu'ils ont peut-être corrigé la slice dans le passé. Et là, ils ont fait la correction un peu trop intensément, puis ils n'ont pas aperçu qu'ils avaient traversé la limite là, du plan. Et là, ils sont rendus à l'intérieur. Puis là, ils font des hooks trop prononcés. Fait que ça peut arriver. C'est plus rare, mais ça peut arriver. Et dans ces deux cas-là, le simulateur est intéressant parce qu'on voit le résultat. Je fais un changement dans mon mouvement, j'ai une nouvelle sensation. Est-ce que le bâton fait ce que je pense qu'il devrait faire? Oui ou non? Ben là, on s'ajuste. Donc ça, c'est un bel outil pour ça. C'est une question Est-ce qu'il y a des questions? Oui, par rapport à ça, est-ce qu'on peut enregistrer ces résultats d'une pratique à une autre? Ben, il y a une façon avec le logiciel E6 de s'enregistrer, de se créer un login, un profil dans leur logiciel. Et lorsqu'on vient au simulateur, on peut se connecter en tant à créer son avatar, là, puis aller se connecter à son profil. Et là, les sessions de pratique sont enregistrées. Sinon, si on frappe plusieurs balles, il y a une option d'aller voir les 10-20 dernières. Donc, on peut aller se faire une forme de moyenne aussi, là. Parfait. Autre question, quel est le smash factor moyen idéal pour driver homme? Ça va être un point. Les hommes du PGA Tour font 1,48. Je vous dirais qu'1,5, c'est la limite. Il n'y a pas aucun bâton présentement et balle, la combinaison des deux, qui font un smash de plus qu'1,5. Ça veut dire que si votre bâton passe à 100 000 à l'heure, la balle ne peut pas faire plus que 150 000 à l'heure.
c'est impossible à cause des limites que le USGA puis le RNA donnent, puis la façon que les bâtons sont construits, s'ils veulent être légaux, la balle ne peut pas aller plus vite que ça au moment du contact. Puis tout ça est toujours testé. Là. Quand un nouveau bâton sort sur le marché, ben, il est envoyé dans les bureaux, ils font des tests et ils ont des paramètres là, qu'ils ne peuvent pas dépasser. Donc, 1,45 à 1,5, c'est contact optimal. Si vous frappez vos drives et vous êtes à 1,2, 1,3, ben, c'est sûr que vous n'arrivez pas de façon optimale dans la balle, puis ça vous fait perdre la vitesse de balle. Puis là, vous perdez de la distance. Là. Une dernière question, est-ce que l'angle de départ a de l'influence sur la distance? Énormément, oui. Énormément. Parce que une balle, quand elle vole dans les airs, ça lui prend une certaine vitesse, c'est sûr. Donc, plus la balle va vite, plus elle va aller loin. Mais c'est l'angle de départ aussi qui est important. Par exemple, un driver, c'est la balle, elle part à 15 degrés, puis la suivante, elle part à 10 degrés, avec les mêmes rotations. C'est sûr que celle qui a monté à 10 degrés va aller moins loin que celle à 15 degrés. Parce que c'est une combinaison là, de tout ça. Là. C'est la vitesse, le spin, la hauteur de départ qui fait il y a une relation entre ces trois-là qui fait que c'est optimal. Donc, quelqu'un qui va faire un élan à 70 000 à l'heure et quelqu'un à côté fait un élan à 100 000 à l'heure, c'est sûr que les envolées de balles ne seront plus les mêmes. Donc, on va voir quelqu'un à 70 000 à l'heure va avoir tendance à vouloir la lever dans les airs plus. Quelqu'un qui swing plus vite, ben, il faut qu'il la baisse un petit peu parce que la balle va plus vite, elle spin un petit peu plus, donc tu ne veux pas qu'elle lève trop dans les airs. Là. Et c'est tout ça la puissance du fitting, donc de tester les bâtons. C'est ça qu'on se spécialise aussi à juste évaluer, puis c'est le sujet de Maxime tantôt, d'évaluer votre équipement, puis votre driver, quand vous le frappez, il va à quelle distance, mais pour quelle raison il va à cette distance-là? Est-ce qu'il a la bonne vitesse? Est-ce qu'il a le bon spin, le bon launch angle et tout ça? C'est tout ça qu'on évalue. Des fois, on a un bâton qui n'est pas pire, mais il n'est pas optimisé pour nous ou on n'a pas le bon bâton du tout qui ne nous donne pas la bonne envolée de balle. Donc, ça varie. La question était la hauteur, c'est ça? L'angle de départ. Oui, donc ça va varier selon la vitesse. Mais je vous dirais entre 10 et 15 degrés, généralement, c'est ce qu'on veut regarder. Parfait, on n'a pas Puis d'autres aussi, questions. par rapport à l'angle de départ, ben, plus le bâton a d'angle, donc le fer 7, par exemple, qui a habituellement un 30-35 degrés, là, ben, l'envolée optimale d'un fer 7, c'est 20 degrés. Donc, ce qui veut dire qu'au moment de frapper la balle, on est en descente sur la balle. Donc, on décline la face de bâton là, au moment de l'impact. C'est pour ça qu'au moment de frapper, là, dans notre position, on a les mains devant la balle. C'est la position optimale parce qu'on frappe en descendant. Donc, la balle doit partir plus basse que l'angle de votre fer. C'est à l'opposé, quand vous frappez le driver, il faut que l'angle soit plus élevé que l'angle de votre angle de bâton. Si vous avez un 10,5, ben, c'est 12, 13, 14 degrés d'angle de départ. Donc, on frappe plus en montant que le driver, généralement. C'est pour ça que la balle est avancée vers le pied gauche, là, pour les droitiers. Là. Merci. On est pas mal dans le temps. Je pense qu'il y a peut-être... on va peut-être prendre quand même une autre question. Je veux juste mentionner aussi pour ceux qui sont présents et qui sont habitués évidemment au sommet, à nos 2 sommets des années précédentes. Généralement, on avait une présentation, mais exceptionnellement aujourd'hui, donc on va comme se prendre un 5 minutes de pause peut-être pour se détendre un peu et se relaxer, bouger un peu, pendant qu'on va permettre à Maxime donc de faire le changement de salle, Maxime Beaulieu, qui est notre prochain présentateur, et pour qu'il s'installe. Après ça, on va enchaîner pour une deuxième présentation au niveau justement du contenu de notre sac de golf. Mais je pense qu'il y avait peut-être une dernière question. Est-ce que c'est possible, Priscilla? J'ai vu ça. Oui, pour un amateur, quel degré suggéré pour le bois 1? Pierre-Luc, on ne t'entend plus, ton micro est fermé. C'est peut-être moi qui... Ouais, je pense que vous l'aviez désactivé. En fait, c'est une question trop générale et le golf demande vraiment d'adaptation selon quel golfeur. Donc, un golfeur amateur, c'est quel âge, quelle vitesse, quel type d'envolée, quel type de swing. Donc, c'est vraiment, on peut pas répondre à ça. On a des clients qui lorsqu'ils terminent leur analyse, vont prendre un bâton à 9 degrés, d'autres à 10, d'autres à 11, 12. Ça dépend vraiment de comment ils font leurs gestes, puis qu'est-ce que ça donne avec leur vitesse, leur spin. C'est toute une combinaison
de tout ça, là. Donc, puis, tu sais, ce qu'on voit on a vu avec les meilleurs joueurs au monde, une tendance il y a plusieurs années, à avoir des lofts, des inclinaisons très basses, là, 8, 7, 8 degrés. Là. Et là, depuis quelques années, les manufacturiers fabriquent des bâtons qui ont des constructions, le centre de gravité est plus devant pour aller chercher des meilleures envolées de balles, moins de spin. Donc, il devait avoir des inclinaisons plus élevées. Donc, on a vu des 10, des 10 et demi. Là, il y a peut-être une moyenne, je dirais, autour de 10 là, présentement. Là. Mais il faut retenir que en anglais, ils disent loft is your friend. Là. Donc, ton inclinaison de bâton, c'est ton ami au golf. Donc, plus tu as de l'inclinaison, généralement, c'est facile à lever dans les airs pour monsieur, madame, tout le monde. Là. Mais la meilleure réponse à ça, c'est qu'il faut l'évaluer. Il faut voir la personne frapper, il faut voir c'est quoi sa tendance. Tu sais, quelqu'un qui slice versus quelqu'un qui hook, pour le même swing, même envolée de balle, pas le même loft de bâton parce qu'on a vu tantôt le spin que ça génère. Donc, des fois, il faut donner du loft pour une personne parce qu'il y a une arrivée de bâton particulière. D'autres, il faut baisser le loft. Donc, c'est ça. C'est plus complexe que ça, juste répondre par un golfeur amateur. Il faut savoir plus d'informations que ça. Merci beaucoup, Pierre-Luc, encore de ta générosité cette année de nous. Je trouve toujours que tu as le don de partir le sommet avec une structure là, justement au niveau de l'entraînement. Tu as eu du contenu différent dans les présentations des autres années, mais même à ça, on voit évidemment ta séquence, puis ça nous amène vraiment à prendre des décisions, je trouve, pour nos entraînements, que ce soit l'hiver ou l'été, là, mais tu as toujours des conseils précieux, puis on est vraiment privilégiés de vous avoir à Québec. Ça, je pense qu'on est vraiment tous très conscients de ça. Alors, j'encourage tout le monde à aller vous rendre visite, ça c'est certain, puis à pouvoir tester toutes vos belles installations puis vos conseils précieux. Merci beaucoup. Je dirais en finissant à tous ceux qui nous écoutent, que ce soit n'importe où au Québec, là, c'est d'aller voir son professionnel de golf qui est qualifié dans tous ces aspects-là, même peut-être pas spécialisé dans le fitting ou dans l'entraînement hivernal, mais qui a la connaissance. Donc, des fois, peut diriger les gens, même dans l'entraînement physique. Les pros travaillent tous avec des spécialistes au niveau physique aussi. Donc, d'aller voir son professionnel puis de dire je veux avoir un plan cet hiver, conseille-moi. Puis, il n'y aura peut-être pas une formule clé en main comme on a ici, mais il va avoir assurément les références pour vous diriger au bon endroit pour vous aider à vous améliorer. Là. Absolument. Parce que l'impression, comme tu disais tout à l'heure, l'impression qu'on a de comment on bouge dans l'environnement, il n'y a rien qui remplace votre œil d'expert pour toutes les nuances qu'il y a à apporter. Donc, définitivement, c'est important d'avoir vos consultations pour s'aider à s'améliorer, pour avoir encore plus de plaisir. C'est sûr. On va tous aller dans la performance à outrance, mais avoir au moins le plaisir de tout le temps continuer à progresser. C'est ça qu'on veut. Non, c'est effectivement. Puis comprendre ce que notre corps fait. On peut comprendre la théorie, comprendre l'information qu'on reçoit, mais comprendre comment son corps fonctionne, puis pas toutes des machines pareilles. Fait qu'il faut c'est ça. Prendre le temps de le faire, puis de comprendre un peu ce qu'on fait. Puis des fois, c'est de s'adapter avec nos limitations en cours de route, puis d'accepter certaines choses, tu sais. D'accepter que le bras va toujours plier ou d'accepter qu'on va frapper, on ne frappera pas plus loin que ce qu'on voudra, on ne frappera pas le 150 verges, mais au moins, on va avoir fait d'autres choses. On va le savoir, puis on va arrêter de se blâmer, puis que le mental va être positif pour la prochaine saison, puis on va mieux jouer au golf. Super. Alors, on prend une pause santé pendant qu'on arrange la technique pour Maxime Beaulieu qui va faire la suite au niveau justement de tout l'équipement. Alors, merci encore Pierre-Luc. Puis, on vous laisse quand même 5 minutes là, pour pouvoir changer de salle. Puis, on revient tous pour la suite des choses. Parfait. Merci à tous. Bye-bye. Merci.